Trump n'est pas fidèle à ses engagements électoraux. Il avait promis d'être le président de la paix. Il avait dit qu'il ne voulait plus de guerre. Les Américains aujourd'hui, de la base MAGA, disent « Nous, on a élu Donald Trump pour qu'il défende les frontières des États-Unis, pas pour qu'il aille défaire les frontières du Moyen-Orient. » Mine de rien, celui qui porte la culotte dans le couple américano-européen, ça reste Donald Trump. Donald Trump, à peine élu, il a fait le tour de tous les pays atlantistes ou proches des États-Unis. Il les a littéralement rackettés. Nous avons été entraînés dans des guerres qui ont été voulues par les Américains et on n'a pas défendu nos intérêts. La France, ça va être une des diplomaties les plus respectées, les plus puissantes au monde. Et progressivement, on s'est américanisé. L'Ukraine est le tonneau des Danaïdes du budget européen. On n'arrête pas, on est à plusieurs centaines de milliards d'euros. On n'a pas été capable de débloquer un petit million, 2 millions pour la paix, et on est en train de déverser des milliards pour la guerre. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, ces milliards qui sont versés pour la guerre sont souvent renvoyés aux États-Unis pour alimenter le complexe militaire-industriel américain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Alors cette semaine, nous allons évoquer le déclin français au fil de ce monde en mutation. On a vu la classe dirigeante éclaboussée par le scandale Jeffrey Epstein et pendant ce temps-là, l'Union européenne vient de voter un nouveau prêt de 90 milliards pour l'Ukraine. Vous verrez dans cette émission combien va retomber sur la France. Au Moyen-Orient, le passage de l'instabilité à l'explosion est très proche. On s'interroge et l'avenir semble entre les mains de Donald Trump. Alors peut-on encore reprendre le contrôle de cette situation ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, chers amis, comme chaque semaine, j'ai besoin de vous pour le succès de cette émission. Alors pensez bien sûr au petit pouce en l'air. C'est un bon coup de pouce justement pour l'algorithme. Réécrivez-nous dans les commentaires vos suggestions, vos questions. Vous savez que j'y réponds. Et puis bien sûr, relayez au maximum cette émission. À tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Nicolas Mirkovic. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous étiez déjà venu pour la spéciale élection américaine, mais c'est la première fois que nous sommes que deux sur ce plateau. Je suis enchantée de vous recevoir. En tout Moi cas. de même. Vous êtes essayiste, spécialiste de la géopolitique. Vous avez publié de nombreux ouvrages à succès. On va convoquer peut-être les 3 derniers, si vous voulez bien. L'Amérique empire en un seul mot, le chaos ukrainien. Et plus récemment, c'est celui-ci justement, déclin et renouveau. Comment les Français se relèveront, c'est aux éditions des Sirtes et bien entendu tous ces ouvrages sont disponibles sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors nous enregistrons vendredi cette émission, Nicolas Mirkovic, c'est le jour de la conférence de sécurité de Munich, un an jour pour jour après l'intervention de J.D. Vance, le vice-président américain. Et quand on lit votre ouvrage, Déclin et renouveau, on se dit qu'il y a beaucoup de similitudes entre votre analyse et la sienne. Je vous propose qu'on revoie quelques éléments de l'année dernière. La menace qui me préoccupe le plus vis-à-vis de l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui me préoccupe, c'est la menace qui vient de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées par les États-Unis d'Amérique. Alors c'est une déclaration très longue qui avait fait beaucoup réagir à l'époque. Il n'évoquait pas que ces questions, bien sûr. Il évoquait aussi le wokisme, la déliquescence civilisationnelle. Est-ce que vous partagiez tout à fait le point de vue de J.D. Vance l'an dernier ? Oui, je pense que cette intervention qui a fait un peu moins de 20 minutes a vraiment été ressenti comme un tremblement de terre auprès de l'establishment. N'oublions pas que cette conférence de Munich rassemble tout le Gotha, atlantisme, le finance, l'armée, les politiques, et tout d'un coup, J.D. Vance, qui est à peine nommé vice-président des États-Unis, il lance plus qu'un pavé dans la mare, il lance vraiment une bombe. Et il explique aux Européens qu'ils ont peur de la démocratie, qu'ils sont devenus des ennemis de la liberté d'expression. Il a un passage aussi sur l'immigration et le changement de la société en Europe. Et il leur dit, alors que tous sont en train d'attendre la politique de Trump sur qu'est-ce qu'on va faire avec la Russie, qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine, il leur dit, la Russie et la Chine ne sont pas vos ennemis sont à l'intérieur même de votre propre système. Et ça, je pense que ça donnait le ton de la présidence de Donald Trump. Bon, on verra par la suite qu'il y a eu quelques bémols et quelques mais c'était extrêmement intéressant et c'était la première fois que, je pense, un vice-président américain prenait de haut
les Européens en leur disant qu'il fallait qu'ils mettent de l'ordre chez eux, parce que de leur côté, les Américains ont voté majoritairement pour un candidat qui est censé défendre la liberté d'expression, un retour un peu aux valeurs traditionnelles. Et Vance est arrivé ici, non pas en donneur de leçons, mais un peu comme patron, et qui explique à ses employés comment est-ce qu'il va falloir gérer la boutique maintenant. Alors justement, on constate que cette année, c'est pas J.D. Vance qui prendra la parole, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a un langage nettement plus policé sur ces questions-là. Oui, Rubio est plutôt dans la branche néoconservatrice, même s'il est moins grave qu'un Blinken ou que d'autres néoconservateurs qu'on a pu voir autour des présidents américains. C'est un autre ton. Il est pour une Amérique qui est extrêmement forte au niveau international. Il a une vision impériale, un peu plus modérée, mais il va avoir sur certains des éléments de langage de J.D. Vance le même discours, mais qui serait certainement plus nuancé. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils envoient Rubio et pas Vance cette année. Vance devait secouer un petit peu l'ensemble de ces élites européennes, et Rubio va maintenant donner la feuille de route sur ce que, je pense, Trump et les Américains veulent faire au niveau mondial et au niveau de l'Europe, qui est un enjeu majeur. Les Européens sont perdus. Parce que n'oublions pas que la construction européenne est un projet essentiellement américain, que les Européens aujourd'hui ont délégué leur souveraineté aux atlantistes globalement, que ce soit au niveau de Bruxelles ou que ce soit au niveau de Washington. Et ces Européens-là sont perdus parce qu'ils ont maintenant Trump qui est un peu leur patron, le président des États-Unis donne le ton de l'Union européenne et ils sont perdus, ne savent pas quoi faire. Il y a des velléités d'indépendance par rapport aux États-Unis, la velléité de continuer le projet mondialiste sans les Américains, et puis la peur aussi, parce que, mine de rien, celui qui porte la culotte dans le couple américano-européen, ça reste Donald Trump. On a le sentiment quand même qu'il y avait un grand absent dans le discours de J.D. Vance, qui était quand même assez brutal, on va dire, l'année dernière, et qui sera sans doute aussi absent de celui de Marco Rubio. C'est la responsabilité américaine dans les maux de l'Europe. Si bien sûr l'Europe a sa part, et surtout les dirigeants européens d'ailleurs, bien sûr plus que les peuples, on ne voit pas l'importance dans le discours de J.D. Vance de ces officines qui ont contribué à distiller le wokisme en Europe, à distiller l'immigrationnisme en Europe. On ne voit pas davantage le bellicisme des États-Unis qui s'abat aujourd'hui encore à nos portes avec la guerre en Ukraine. Tout cela était absent. Donc cette analyse de J.D. Vance manquait quand même d'un peu de clairvoyance quant à leur propre responsabilité. Une très grande forme d'hypocrisie parce qu'en effet cette construction européenne est d'origine américaine. Les États-Unis ont irrigué les mouvements politiques européens de droite comme de gauche de millions de dollars, je ne parle même pas des ONG aussi qui ont reçu pour le coup des milliards de dollars pour faire de la réingénierie sociale, pour transformer la société européenne, pour faire croire que sans la protection des États-Unis, l'Europe ne pouvait pas exister. L'OTAN est extrêmement présente. L'OTAN est maintenant ce qui est la légion étrangère des États-Unis est extrêmement importante. Nous avons été entraînés dans des guerres qui ont été voulues par les Américains et on n'a pas défendu nos intérêts. Quand les Américains poussent avec les Atlantistes pour la destruction de la Yougoslavie, l'Europe se tire une balle dans le pied. Quand les Américains, accompagnés par Bruxelles, poussent à une révolution de couleur et ensuite un coup d'État à Kiev qui dégénère en guerre civile entre Ukrainiens et ensuite en guerre avec la Russie, c'est parce que nous avons suivi Washington, nous avons suivi les États-Unis et J.D. Vance ne parle pas de cette responsabilité. Si notre société s'est américanisée aussi, c'est que cela fait aussi le bonheur des Américains, notamment des entreprises américaines qui voient très clairement l'Europe comme un énorme marché. Et ça, ce n'est pas un secret. C'est-à-dire que quand on regarde l'analyse géopolitique américaine, vous prenez un Elliott Cohen, vous prenez un Brzezinski, il vous parle très clairement de l'Europe de l'Ouest globalement comme d'un protectorat, comme d'un grand marché. Cohen, lui, dit qu'il n'est pas du tout inquiet pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, l'inquiétude des Américains n'est pas que l'Europe devienne communiste ou nazie. Il dit c'est sordide, ce que je vais dire, mais la réalité, c'est qu'on avait peur à un moment qu'il y ait un camp qui récupère ce formidable marché, qui est un marché naturel pour les biens et services américains. Et c'est ça ce que J.D. Vance, ce dont il ne parle pas, et ce dont les Européens doivent faire attention, parce qu'il y a cette tentation majeure chez beaucoup de Trumpistes de se dire on est en désaccord sur le fond, sur certains principes avec les Européens, avec cette ancienne école des atlantistes, mais nous, ce qu'on veut, c'est une nouvelle génération d'atlantistes qui va être plus en ligne sur peut-être la liberté d'expression, peut-être sur certains éléments culturels, mais derrière, ils ne veulent surtout pas une Europe indépendante. Derrière, ils veulent que ces Européens continuent de suivre la ligne directrice des Américains, que nous achetions des systèmes d'exploitation américains, des satellites américains, de l'armement américain, des bateaux, des voitures, de ce que vous voulez, américains. Et tant que les nations européennes, les peuples européens ne seront pas capables de retrouver leur souveraineté, la personne qui va occuper la Maison-Blanche va toujours faire attention à ce que l'Europe demeure soumise, parce que nous représentons un potentiel économique
politique, géopolitique et stratégique trop important que l'Amérique ne veut pas abandonner. Si on comprend bien ce que vous dites, c'est finalement, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, particulièrement ce deuxième mandat, bien sûr, c'est un léger infléchissement. Et d'ailleurs, je crois que vous l'écrivez, globalement, c'est toujours l'impérialisme avec un léger abandon, un abandon du mondialisme. C'est ça. Trump n'est pas un mondialiste. Il ne cherche pas à faire cette grande union de tous les pays avec une espèce de caste dominante élue qui dicterait des règles mondiales, des normes mondiales. Il est clairement un impérialisme. Le mondialisme, c'était le cache-sexe de l'impérialisme américain. Aujourd'hui, Donald Trump le dit très clairement. Lui, ce qu'il cherche, c'est l'Amérique d'abord. Donc il va chercher à servir les intérêts des Américains. Et c'est exactement ce que lui fait aujourd'hui. Mais lui, ce qu'il veut, avant tout, c'est de protéger les intérêts des Américains. Donald Trump n'a pas été élu pour défendre les intérêts des Européens, des Français. Et s'il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes dans le programme de Trump sur le retour à des valeurs traditionnelles, sur la liberté d'expression, sur la protection des frontières, ça, il faut s'en inspirer. Il faut profiter de cette vague. Parce qu'en France, en Europe, il y a des sujets qui étaient tabous, ce dont parlait J.D. Vance. Mais il faut bien se rendre compte que derrière, on doit s'approprier ces thèmes pour développer notre propre souveraineté et couper les chaînes de l'impérialisme américain. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Il faut profiter de ça, mais pas tomber dans le piège de se dire que Trump va nous sauver. Ce ne sera pas le cas. Alors justement, parmi les crises qui secouent le monde actuellement et qui participent à la recomposition mondiale, certains disent d'un monde multipolaire, il y a bien sûr la guerre en Ukraine qui n'en finit pas et c'est pas Donald Trump qui semble capable de réussir à mettre un terme à cette guerre. Vous vous rappelez qu'en 2019, Trump reconnaissait lui-même que c'était Washington qui avait soutenu la guerre et le coup d'État de 2014. On n'a plus du tout entendu ce discours de la part de Donald Trump depuis qu'il est revenu au pouvoir. Au contraire, aujourd'hui, Donald Trump explique que c'est un problème éminemment européen, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisqu'il est à nos portes, mais là encore, pas du tout d'examen de conscience. Il y a vraiment de nouveau une forme d'hypocrisie. Si les États-Unis n'avaient pas mené cette révolution de couleur, s'ils n'avaient pas organisé ce coup d'État, il n'y aurait pas cette guerre. Et les Européens sont tombés dans ce piège, une fois de plus, de suivre les Américains. Et les Américains, Trump dit aujourd'hui, cette guerre me coûte de trop. Les atlantistes, l'OTAN, Bruxelles, Washington pensaient tous qu'ils allaient faire plier la Russie. Ils pensaient que la Russie était vraiment, ils disaient tous que la Russie avait le PIB de l'Espagne ou du Portugal qui ne pourrait pas se battre. 4 ans plus tard, ce sont les armées ukrainiennes financées, conseillées, guidées par des militaires de l'OTAN. Aujourd'hui, on en a les preuves, des militaires britanniques, américains et même malheureusement français qui sont derrière cette armée ukrainienne qui est en train de reculer. Et aujourd'hui, l'Ukraine est un sparadrap dont Donald Trump n'arrive pas à se défaire. Il avait promis qu'il allait mettre fin à cette guerre en 24 heures. Il pensait qu'en amadouant Poutine, en négociant certains éléments techniques, militaires, il pourrait s'en séparer. Mais quand la Russie est entrée dans cette guerre pour la Russie n'est pas qu'une guerre territoriale. Bien sûr, ça en fait partie, mais c'est une guerre très claire de défense des intérêts de la Russie qui dépasse l'Ukraine, qui concerne les sanctions, qui concerne le dollar, qui concerne les économies, qui concerne des zones d'influence. Et tant que Trump et les Américains ne comprennent pas ça et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'il va y avoir des négociations, il y en a déjà, eh bien cette guerre va continuer. Et c'est une humiliation pour les atlantistes, parce que pour une fois, parce que ces guerres, ces révolutions de couleur, ils en ont mené en Yougoslavie, je suis très bien placé pour en parler, en Géorgie, ils en ont mené dans les pays arabes, ils en ont mené dans le monde entier. On pourrait remonter à l'Iran, on pourrait remonter à l'El Salvador, le Nicaragua, ils s'en sont toujours sortis. Et là, ils sont tombés sur un mur, et c'est compliqué parce que, évidemment, la priorité de Trump n'est pas de régler le problème ukrainien. Trump, lui, aujourd'hui, il a un très grand rival qui fait de l'ombre aux États-Unis de plus en plus, qui est la Chine. Bien sûr. Et maintenant, il a un problème avec l'Iran. Et c'est amusant parce que dans le grand échiquier de Brzezinski, il dit voilà comment est-ce que les Américains vont répandre leur influence dans le monde. Il parle région par région, c'est assez passionnant. Il dit il faut surtout faire attention à une seule chose, c'est que 3 puissances, et il les cite, la Russie, la Chine et l'Iran, ne s'allient pas. Ils ne vont pas s'allier sur un programme politique, religieux. Ils ont des modèles complètement différents. Mais à eux trois, ils représentent une résistance qui va être très difficile pour les Américains de combattre. Donc il faut tout faire pour lutter contre ça. Et ben voilà, Biden et Trump, ils sont en plein dedans avec cette espèce d'accord tacite entre ces 3 pays qui sont puissants, qui ont des ressources naturelles, qui peuvent résister aux sanctions. Et Trump, il doit s'en débarrasser. Il peut pas, les Américains ne peuvent pas lutter contre les 3 en même temps. Avant de parler de l'Iran, on va continuer, si vous voulez bien, sur la question ukrainienne. L'Union européenne est assez d'accord avec la vision de Trump, puisqu'elle récupère le bébé, comme on dit, depuis pas mal de temps, notamment en payant les armes pour l'Ukraine. Et cette semaine, on a assisté à un nouveau vote du Parlement européen qui s'est prononcé favorablement donc à une nouvelle enveloppe de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Je vous propose qu'on écoute le député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani, juste à la sortie de séance.
Eh bien, en toute discrétion, la France a depuis quelques minutes 17 milliards de dettes supplémentaires. 17 milliards, vous allez me dire comment ? Parce que dans ce Parlement européen, on vient de voter une aide de 90 milliards à l'Ukraine, 30 milliards pour faire fonctionner l'État, c'est-à-dire pour subventionner par exemple les agriculteurs ukrainiens, les hôpitaux ukrainiens, les écoles ukrainiennes, et 60 milliards pour financer la guerre. 90 milliards qui seront remboursés par l'Ukraine que le jour où l'Ukraine recevra des réparations de guerre de la Russie. Nous savons très bien que jamais la Russie ne versera 1 euro de réparation à l'Ukraine. Et donc à la sortie, c'est tous les États qui payeront. Alors en guise de précision, comme la contribution de la France est aux alentours de 18%, la France devrait payer 16-17 milliards à peu près sur cette enveloppe. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est un drame, c'est une honte. L'Ukraine est le tonneau des Danaïdes du budget européen. On n'arrête pas, on est à plusieurs centaines de milliards d'euros. Comme le disait M. Mariani il y a quelques instants, ce sont des milliards qui n'ont pas été investis dans la sécurité, dans l'éducation, dans la recherche et le développement. Ce sont des milliards dont l'Europe a cruellement besoin, dont la France a cruellement besoin, parce que nous sommes contributeurs nets au budget européen. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de débloquer un petit million, 2 millions pour la paix, et on est en train de déverser des milliards pour la guerre. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, ces milliards qui sont versés pour la guerre sont souvent renvoyés aux États-Unis pour alimenter le complexe militaire-industriel américain. Il y a 10-15 ans, les armées européennes se fournissaient essentiellement en Europe à hauteur de 60%. Maintenant, les armes sont à 60% d'origine américaine. Et on va en effet participer à peut-être de la reconstruction, mais qui dit que ce sont les Français qui vont récupérer ces budgets-là? C'est sordide, c'est triste. Et c'est comme si on a l'impression qu'ils voient l'Ukraine comme juste un grand projet financier, économique. C'est de la spéculation. Et d'ailleurs, on a vu dans les fameux échanges Epstein qui échange avec Rothschild et qui dit qu'après le coup d'État, qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire, beaucoup, écrit-il. Et c'est exactement comme ça qu'on a l'impression qu'ils voient. Ils oublient qu'il y a des milliers d'Européens qui meurent sur place, que c'est extrêmement difficile, que la Russie, et même Emmanuel Macron a une lueur de lucidité l'autre jour, il a dit mais on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. La Russie, elle sera toujours là. Oui, comme l'Allemagne a toujours été à côté de la France, comme l'Angleterre a toujours été à côté de la France. Donc le but est de négocier la paix et de dialoguer, de discuter. La France et le reste de l'Europe se sont fait comme ennemis. Le pays qui aujourd'hui a le PIB en parité de pouvoir d'achat le plus important d'Europe, le pays le plus riche en ressources naturelles. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup en Europe de l'Ouest, à part un petit peu aux Pays-Bas et en Norvège, toutes les ressources naturelles dont la Russie dispose pour faire vivre notre économie. Et on est en train de on s'est mis à dos une puissance majeure stratégique pour nous. Pourquoi ? Pour satisfaire les demandes, les visées stratégiques de Washington. Et là, aujourd'hui, on se retrouve les dindons de la farce parce qu'on continue d'alimenter cette guerre. Washington nous dit « débrouillez-vous » et personne n'a le courage de dire « non, on va essayer de négocier la paix ». On continue à alimenter cette guerre parce qu'on a des atlantistes qui sont des fous. Je pense vraiment à la tête des idéologues, des extrémistes qui ne voient que la guerre comme solution parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on s'intéresse à toute la gestion, la carence de gestion de leur mandat aujourd'hui au sein de l'Union européenne. C'est catastrophique pour nous, c'est extrêmement triste pour les populations sur place. Il est temps d'y mettre fin. Alors justement, on a vu qu'Emmanuel Macron rentrait dans une nouvelle phase. On ne sait jamais combien de temps durent les phases d'Emmanuel Macron. On voit qu'aujourd'hui, il évoque la possibilité d'échanger à nouveau avec Vladimir Poutine. Je suis sûr que Vladimir Poutine est vraiment enchanté qu'il ne tient plus en place depuis qu'il a appris cette nouvelle. Ça, c'est vraiment évident. Comment vous voyez ça ? Je pense que d'abord, Trump veut négocier la paix avec la Russie. Il veut s'en débarrasser, comme on l'a dit il y a quelques instants. Et qu'il est en train de tordre le bras aux Européens en disant « Attendez, vous devez trouver un accord aussi. Il ne faut pas être dupe. Les Américains soufflent le chaud et le froid. D'un côté, ils sont contents que la guerre aussi perdure pour affaiblir la Russie. D'un autre côté, ils voudraient quand même trouver un accord à la fin qui arrange tout le monde. Et Macron, lui, qui veut toujours être à la première place, qui veut briguer, qui veut être devant les caméras, lui dit ça sera moi chef. Je vais aller sur place et je vais discuter avec Poutine. Alors Poutine, on ne sait pas quelle est la longueur de la table qui va sortir cette fois-ci s'il devait accueillir Emmanuel Macron. Mais il faut qu'il négocie. De toute manière, on n'a pas le choix. Cette guerre ne va pas pouvoir durer
ad vitam aeternam. Emmanuel Macron voit qu'il y a une place à prendre, il veut la prendre aujourd'hui. Il voit aussi qu'il y a une espèce d'alliance entre l'Allemagne et l'Italie qui lui déplaît, qui lui fait de l'ombre. Donc du coup, pour prendre le contre-pied, eh bien lui, il veut être la personne qui va commencer à dialoguer. D'ailleurs, il a envoyé un émissaire il y a quelques jours discuter à Moscou. C'est bien, c'est un pas intelligent, c'est ce qu'on devrait faire. Il faut mettre fin à la guerre. Personne ne veut dire ça, surtout que je rappelle que personne ne peut garantir que cette guerre sera circonscrite à l'Ukraine. Si elle déborde, si elle dérape, si on est impliqué d'une manière ou d'une autre, on sera tous impliqués dans cette guerre qui pourrait devenir mondiale. Et pour avoir vécu, ou pour avoir traversé des zones de guerre, je peux vous garantir que personne ne veut vivre ça. On n'a aucun mémoire, même nos plus anciens aujourd'hui. La Deuxième Guerre mondiale commence à être assez loin pour eux. On n'a plus de mémoire de ce que ça peut être une guerre, de souffrir, de ne pas savoir ce qu'on va manger, d'avoir des bombes, d'avoir la violence d'une guerre. On ne saurait pas d'avoir le chauffage. Tout simplement des choses qu'on prend avec beaucoup sans gratitude aujourd'hui. On pense que ça tombe du ciel. C'est pas le cas. Donc tout le monde doit ouvrir les yeux rapidement. On doit tout faire pour éviter cela. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle également de la situation du Moyen-Orient, qui pour le moment n'est pas en guerre ouverte, mais qu'on voit bien que les tensions sont à leur comble. Là encore, la France jouait naguère un rôle diplomatique crucial sur ces questions. Là, mercredi, on a vu que Netanyahou était à la Maison-Blanche. C'était la 7e rencontre avec Donald Trump en seulement une année. Au programme, donc, c'était vraiment la question iranienne pour essayer, entre guillemets, de briefer presque le président américain avant ces discussions avec l'Iran en direct. Quel regard portez-vous sur la situation qui semble vraiment pouvoir dégénérer, j'allais dire d'un jour à l'autre, mais c'est même d'une heure à l'autre? C'est là où on voit que Trump n'est pas fidèle à ses engagements électoraux. Il avait promis d'être le président de la paix. Il avait dit qu'il ne voulait plus de guerre. Il a même dit au Moyen-Orient, il y a un peu moins d'1 an, qu'il était épaté par le développement des différents pays du Golfe et qui avait réussi à se développer sans bombardement américain, sans des politiques de réingénierie sociale. Et aujourd'hui, on l'a vu en Iran l'année dernière, il était en train de négocier avec les Iraniens, il y a eu la guerre avec les Israéliens et tout d'un coup, boum, il s'est mis à bombarder illégalement l'Iran. On l'a vu avec le kidnapping illégal de Maduro. Les États-Unis continuent d'utiliser la force. Alors certains proches de Trump disent oui, mais au moins ce ne sont pas des nouvelles guerres, ce sont des points tactiques, militaires à un moment. Mais oui, il n'y a pas de civils. Il n'y a pas de civils, oui, il y a quand même, l'année dernière en Iran, il y avait quand même quelques civils qui ont été tués, mais ils disent que c'est plus, ce sont des cibles chirurgicales. Dans les frappes sur le nucléaire? Oui, bien sûr, les gens qui travaillent. Les personnes qui travaillent dans ces ensembles-là. Et donc, on voit qu'il utilise la force. Alors lui, il dit c'est la paix à travers la force, on va faire des frappes ciblées plutôt que de mener des nouvelles guerres. Je rappelle que les Américains ne pourraient pas mener de nouvelles guerres aujourd'hui. Ils n'ont pas assez de moyens. L'Empire est en situation de surextension impériale. Mais aujourd'hui, il utilise quand même la force pour contraindre l'Iran qui n'a rien fait aux États-Unis. Et il est en train de vouloir négocier sur le nucléaire, alors que je rappelle que les Iraniens, les Américains, même les Européens, avaient un accord qui avait été signé sous Obama et que quand Trump a pris le pouvoir la première fois, en 2016, eh bien, il a tout de suite déchiré cet accord. Donc il est en train de revenir sur ses pas et on peut se demander quelle est la stratégie. Pourquoi est-ce que Netanyahou voit Trump pour la 7e fois ? Il est sous mandat d'arrêt international, je rappelle, par le tribunal pénal international. Pourquoi cela? Pourquoi c'est une bonne partie de la base de Donald Trump dit pourquoi est-ce qu'on met autant d'efforts? Pourquoi est-ce qu'on prend autant de risques? Est-ce que nous n'avons pas au Moyen-Orient, alors que nous avons élu un président qui avait dit qu'il allait réparer les routes aux États-Unis, qu'il allait investir dans les universités, qu'il allait protéger nos frontières. Les Américains aujourd'hui, de la base MAGA, disent « Nous, on a élu Donald Trump pour qu'il défende les frontières des États-Unis, pas pour qu'il aille défaire les frontières du Moyen-Orient ou qu'il devienne le gardien du Moyen-Orient. » Il y a le coût actuel d'envoi de la flotte des États-Unis dans le Moyen-Orient coûte des millions. Et les Américains ne voient pas le retour là-dessus. Et ils se posent des questions à juste titre. Quelle est cette volonté toujours impériale de vouloir avoir cette présence constante alors que Donald Trump avait promis qu'il allait arrêter ça, qu'il allait se focaliser sur les États-Unis, que les Américains n'allaient plus faire ces guerres étrangères. Il avait été d'ailleurs l'un des seuls présidents lors de son premier mandat à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Il avait fait des frappes, il avait entretenu des missions à l'étranger, mais il n'avait pas entamé de nouvelles guerres. Il joue avec le feu aujourd'hui, c'est extrêmement décevant, parce que quels sont les intérêts que sert Donald Trump? Où sont les intérêts des Américains derrière cette intervention militaire massive et cette façon de négocier avec l'Iran, qui est censé être un État souverain? Eh bien, pourquoi envoyer autant de bateaux, de soldats dans les environs de l'Iran,
pour contraindre une négociation. Normalement, c'est illégal, ça aussi. Au niveau du droit international, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à signer un traité de paix, vous devez négocier, puis si les Iraniens ne sont pas d'accord, voilà, tant qu'ils restent chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre sujet, mais on respecte la souveraineté des nations. Et Trump est en train de se perdre. Donc, pareil, il a été élu, mais à peine élu, il a dit qu'il voulait annexer le Canada, puis le Groenland, puis le Panama. Cette politique de Trump, qui est très clairement une politique impériale, il y a juste zéro doute là-dessus, confond ces électeurs qui ne comprennent pas, et d'ailleurs au niveau mondial, beaucoup de personnes ne comprennent pas quel est le but de Trump. Alors je pense qu'on a un début de solution, c'est que dans ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner, qui est dessiné. Aujourd'hui, la Chine, comme je le disais, dans tellement de domaines technologiques, est en avance sur les États-Unis, est en train de développer ses nouvelles routes de la soie, est en train de... J.D. Vance, avant les élections, avait dit « mais regardez comment fait la Chine ». Elle est en train de se développer, non pas avec des bombardements, non pas avec des révolutions de couleurs, elle est en train de se développer avec du commerce, elle prête de l'argent, elle construit des ponts, elle construit des ports, et on devrait s'en inspirer. Aujourd'hui, les Américains sont en train de rapatrier, pourquoi est-ce que Donald Trump dit qu'il veut protéger l'hémisphère occidental? C'est parce qu'au niveau mondial, les Américains ne vont plus avoir le moyen d'avoir leurs 700 bases, 700 sites militaires dans le monde. Leur rival véritable est la Chine, qui est en train de se développer. Donald Trump, à peine élu, il a fait le tour de tous les pays atlantistes ou proches des États-Unis. Il les a littéralement rackettés, comme fait un empereur avec ses provinces. C'est-à-dire qu'il est allé voir les Coréens, il est allé voir le Moyen-Orient, il est allé voir les Européens. N'oubliez pas ce qu'il a dit à Ursula von der Leyen. Il a dit « Vous allez acheter pour 700 milliards de dollars de carburant aux États-Unis. Vous allez investir à hauteur de 650 milliards de dollars aux États-Unis. » Mais il a fait ça avec toutes les zones, tous les pays qui sont des pays amis des États-Unis. C'est d'ailleurs, pardon de vous interrompre, un plan qu'on peut comparer au plan Marshall. Si on lit votre ouvrage, on comprend que finalement c'est un peu pareil, parce que le plan Marshall, ce n'était pas vraiment l'avantage des Européens non plus. Bien évidemment que non, c'est une façon de soumettre la nation économiquement, mais c'est du racket. Derrière, ce que veut, c'est que Donald Trump veut se concentrer sur les Amériques, parce que là, c'est une zone qui est plus difficile à attaquer. Il sera entouré par la mer, il voit d'un très mauvais œil l'influence économique de la Chine en Amérique latine. Il définit que c'est une chasse gardée, ce qui est complètement illégal aussi. On va peut-être demander aux Chiliens, aux Argentins, aux Brésiliens ce qu'ils pensent d'être une chasse gardée de Donald Trump. Mais il a racketté les nations, il est en train de se défendre, l'Empire est en train de se protéger, parce que dans ce monde qui est en train de se développer, les États-Unis n'ont plus les moyens de contrôler. Donc ils choisissent les zones où ils vont être forts, et très clairement, auprès des alliés historiques des États-Unis, il leur dit « Voici, je vais vous donner les règles ». Avant, on faisait semblant de discuter, et puis la petite élite se retrouvait dans son projet mondialiste. Aujourd'hui, vous allez très clairement défendre les intérêts des Américains, et partout où je vois des intérêts à défendre, je parle des intérêts des Américains, des intérêts plutôt de la Maison-Blanche et du complexe militaro-industriel. Comme on vient de le dire, eh bien, pas du peuple américain, oui. Pas du peuple américain. Et le peuple américain, vous lisez, je regardais encore Joe Rogan hier soir, qui dit qu'il ne comprenait pas ce que fait Donald Trump. Et toute une partie de sa base, des personnes qui se sont mouillées, parce qu'il était quand même très décrié, Donald Trump, par les médias mainstream américains, des personnes comme Tucker Carlson, des personnes comme Joe Rogan, comme Dave Smith, qui sont descendus de l'arène, qui ont appelé à voter Trump, qui leur donnait la parole, aujourd'hui ne comprennent plus du tout ce que fait Donald Trump, parce que l'évidence est qu'il est en train de renforcer ce qui reste de l'Empire américain. Est-ce que je vous propose d'écouter à présent le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Justement, c'était aussi juste avant la rencontre entre Trump et Netanyahou et évidemment avant les discussions. طرف مذاکره کننده ما آمریکاست. Notre partenaire dans les négociations est l'Amérique. C'est à l'Amérique de décider d'agir indépendamment des pressions et des influences destructrices qui nuisent à la région. به ضرر منطقه و بدون در نظر گرفتن حتی منافع آمریکاست عمل بکنه. Le régime sioniste, agissant en saboteur, a montré à maintes reprises son opposition à tout processus diplomatique visant la paix dans notre région. Comment voyez-vous la suite de cette crise au Moyen-Orient? Est-ce que vous pensez est-ce que vous craignez réellement un véritable embrasement et que Donald Trump décide d'y aller, comme on dit? Tout est possible avec Donald Trump.
Vraiment, l'année dernière, je pensais, peu de personnes pensaient qu'il allait vraiment bombarder l'Iran aux côtés d'Israël. Aujourd'hui, il est capable de faire ça. Je pense que le fait que Netanyahou soit aussi souvent à la Maison-Blanche n'est pas un bon signe pour la paix dans la région, parce que lui défend un agenda qui dépend, comme Donald Trump, Netanyahou ne défend pas l'agenda forcément du peuple israélien. Tous les Israéliens ne veulent pas ça. Si vous lisez Haaretz ou la presse, une autre presse israélienne, mainstream, elle aussi, tout le monde ne veut pas cette guerre. Tout le monde voit que la région peut s'embraser pour des faucons de guerre à Tel Aviv. Et aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux parce qu'en effet, ça peut s'embraser dans toute la région. L'Iran a très clairement dit que si elle était attaquée, elle s'attaquerait aux bases américaines qui sont ailleurs dans la région. Et ça peut... Alors c'est mauvais pour tout le monde parce qu'évidemment, ça va faire monter les prix du pétrole, donc c'est mauvais pour nous. Il va y avoir encore beaucoup de morts. Et Trump aura la responsabilité de ça. Je pense qu'il faut négocier avec l'Iran parce qu'il faut sortir de cette situation. Les États-Unis appliquent des sanctions depuis des années sur l'Iran. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'Iran a fait aux États-Unis ? Il y avait un traité un accord qui avait été mis en place. Trump l'a déchiré, il a sa part de responsabilité. L'intérêt de tous les peuples du Moyen-Orient est de trouver la paix. Mais de nouveau, les Américains n'arrivent pas à lâcher ce gros bâton dont parlait Roosevelt. Ils pensent aussi qu'avec leurs forces, avec leurs porte-avions, avec leurs missiles et leurs satellites, ils peuvent contraindre des États souverains à s'aligner sur leur politique pour défendre les intérêts du complexe militaro-industriel dont nous avait parlé le président américain Eisenhower. Donc je pense Trump s'est laissé embrigader par les néoconservateurs qui demeurent au sein de l'appareil administratif américain. Il n'arrive pas à s'en défaire et ça va être contre-productif. S'il s'engage dans une guerre en Iran à quelques mois, je rappelle qu'en novembre prochain, il y a les midterms, vous allez avoir toute la Chambre des représentants, un tiers du Sénat qui va être renouvelé. Si Trump s'engage dans une guerre, il est sûr et certain que les républicains vont perdre. Parce que les Américains ne veulent pas ça. Les républicains ne vont pas voter, les électeurs républicains ne vont pas voter républicain. Les démocrates, vous pouvez être sûr qu'eux, ils font feu de tout bois et ils s'agrippent à toute erreur de Donald Trump. Donc, il n'a pas intérêt à le faire. Mais maintenant, on ne sait pas quels sont les intérêts qui servent réellement. Ça, c'est la véritable question. Et on a l'impression qu'il ne comprend pas la leçon, qu'il n'écoute plus sa base et qu'il est en train de se fourvoyer dans ces guerres étrangères parce que son entourage lui dit que c'est ça ce qu'il faut faire pour le pétrole, pour l'énergie, pour l'armement. Pardon, mais son entourage, c'est lui qui le choisit. Donc, quelque part, il doit être d'accord. Alors oui et non. Parce que vous savez, le problème, et on aura le même problème en France, vous avez cette pensée atlantiste, impériale, qui irrigue l'administration américaine. J'ai presque envie de vous dire, depuis George Washington, le premier président, qui comparait les États-Unis à un infant empire, un bébé empire. Son deuxième président, John Adams, parlait, lui, des États-Unis comme d'une république pure, vertueuse et civique, qui dominerait le monde, qui régnerait toujours et qui introduirait la notion de perfection de l'homme. C'est tout un programme pour un État qui, à l'époque, est embryonnaire. Donc, et on a vous avez Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État de Clinton, qui parlait de la nation indispensable. Vous avez au sein de l'administration américaine... Qui a bien su le prouver, d'ailleurs. Hein. Ah oui, elle a prouvé. Madeleine Albright a fait le boulot, là aussi. Ça, elle a fait le boulot. Quand elle dit que les 500 000 enfants morts en Irak, ça valait la peine de faire la guerre pour ça, et d'avoir ça comme dommage collatéral, c'est terrible. C'est vous dire à quel point ils sont vraiment fanatisés. Et Trump, je pense qu'il est mieux préparé, bien mieux préparé que la première fois qu'il a pris le pouvoir. N'oubliez pas que la première fois qu'il prend le pouvoir, il a l'assentiment du peuple américain, eh bien, il s'entoure de néoconservateurs. Il a mené toute son premier mandat, il a passé tout son temps à faire la guerre contre les médias américains et contre l'establishment politique américain pour essayer d'expliquer qu'il n'était pas un agent russe. Au bout de 3 ans de procédure juridique, il a réussi à être blanchi, mais vous imaginez, il n'a rien pu faire. Le président qui est soi-disant américain, qui est soi-disant l'homme le plus puissant du monde, ne peut pas lutter contre l'administration. Et on a beaucoup de témoignages de personnes qui étaient dans ce premier cabinet qui ont expliqué que Trump donnait des directives. Ces personnes arrivées, ces hauts fonctionnaires arrivés dans les différentes administrations, disaient qu'ils allaient mettre en place les directives et l'administration refusait. Et aller au tribunal. Là, en ce moment, dans ce nouveau mandat, Trump, par exemple, a une politique d'expulsion des immigrés étrangers. Ce sont les États, il y a beaucoup d'États qui bloquent les décisions de Donald Trump. Donc, vous avez au sein de l'appareil d'État américain des personnes qui ne peuvent pas concevoir l'Amérique comme autre chose que l'Empire. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis ont besoin des territoires
soumis. Pourquoi? Pour 2 choses. D'abord, pour avoir accès aux ressources naturelles. Aujourd'hui, quand Donald Trump part du Groenland, entre autres, il part des ressources naturelles, des terres rares du Groenland. Quand il va au Venezuela, c'est évidemment également pour les terres rares, c'est pour le pétrole. Il n'est pas allé chercher les îles Kerguelen, ni Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous voyez, il va chercher des territoires, ce qui l'intéresse, ce sont des endroits stratégiques parce que grâce à ces territoires, les Américains ont accès à des ressources naturelles et en même temps, en contrepartie, ils fabriquent des produits ou ils développent des services qui peuvent être des services de conseil ou des services financiers qui vont ensuite appliquer dans ces différents pays. Donc si vous voulez, c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, sans l'Empire, les États-Unis se réduisent financièrement, politiquement, économiquement. Et vous avez des personnes qui, dans l'État américain, se disent « mais ce serait la catastrophe si plus personne n'utilise le dollar, mais on va plus être qu'un pays comme un autre. » Et oui, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qu'il faut pour le bonheur de l'humanité. C'est que les États-Unis redeviennent un pays comme un autre et que dans le concert des nations, bien, chacun défend ses propres intérêts, mais vous n'avez pas une nation qui est une espèce de primaire inter pares ou au-dessus des autres et qui serait capable de dire ce territoire m'intéresse, je le prends parce qu'il y a des ressources et parce que je vais exporter des produits finis ou je vais vous imposer une ingénierie sociale. Donc, et Trump, encore aujourd'hui, on parlait de Rubio il y a quelques instants, fait partie d'une partie de cette classe-là, mais vous entendez aujourd'hui des personnes comme Tulsi Gabbard, Robert Kennedy, qui pour le coup ne sont pas du tout de ce sérail-là, qui aujourd'hui ont parfois du mal et qui sont plutôt, on les entend beaucoup moins, c'était des personnes qui parlaient beaucoup plus avant les élections. On les voit quasiment plus. On les voit quasiment plus et ça en dit long. Et aujourd'hui, donc, quand on voit Donald Trump coquiner, peut-être pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais très souvent avec des faucons de guerre comme Lindsey Graham, qui est le digne successeur d'un John McCain, qui a voulu toujours faire la guerre au monde entier, c'est très inquiétant. C'est lui qui a parlé de Cuba d'ailleurs, je crois. Oui, ils veulent Cuba, ils veulent ils veulent tout prendre et personne ne dit rien. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, qui est l'ONU. À quoi sert l'ONU? On voit très bien aujourd'hui que l'ONU ne sert plus à rien, puisque l'ONU n'est plus, pas capable d'arrêter les guerres. Trump le dit, puisqu'il veut faire un conseil de paix. Oui, exactement, il veut faire un conseil de paix, vous mettez $1 milliard, vous pouvez faire partie du conseil de paix, Donald Trump est le président à vie, c'est lui qui décide, c'est même pas l'Amérique, c'est même pas le président américain, c'est le conseil de paix de Donald Trump. Donc ces plaques tectoniques nationales sont en train de bouger. Les Américains sont en train de ramasser ce qu'ils peuvent de leur empire, enfin du coup du projet mondialiste. Nous ne disons rien, mais tous les pays ne vont pas se laisser faire. L'Iran ne veut pas se laisser faire. L'Inde, par exemple, a signé un accord commercial très important avec les États-Unis, mais résiste encore. Beaucoup de pays, dans ce moment où tout bouge, se disent il y a une opportunité pour moi de sortir les marrons du feu et d'éviter d'être sous l'emprise des États-Unis. Sur le dossier iranien, peut-être avant de fermer le volet, j'allais dire, vous expliquiez tout à l'heure, vous disiez l'Iran, qu'est-ce que l'Iran a fait pour subir les sanctions? On sait que donc on a Netanyahou qui a rencontré Donald Trump. Les exigences de Netanyahou étaient notamment l'abandon des missiles balistiques pour protéger le ciel iranien, mais aussi l'abandon du soutien de certains proxys iraniens qui menacent directement Israël. Israël étant l'allié des Américains, on comprend ou pas d'ailleurs, pourquoi Donald Trump est dans cette logique d'affrontement avec l'Iran, tout simplement. Oui, mais, du coup, qu'il s'impose, et il avait la légitimité, et c'est une erreur stratégique de Donald Trump. Il avait la légitimité de son peuple pour négocier une paix véritable. Il aurait pu dire aux Iraniens, vous avez des proxys qui incitent à la destruction d'Israël. Il aurait pu dire à Israël, vous êtes en train de mener des campagnes d'ingérence sur le territoire iranien. Vous allez arrêter tous les deux. Je suis le véritable grand frère qui va arriver et chacun de son côté va s'engager à ne plus chercher à déstabiliser l'autre. Parce que les deux le font. Les deux le font. C'était ça le rôle d'un grand chef d'État, d'un homme de paix. C'est ça ce qu'il aurait dû faire. Au lieu d'arriver, de tordre le bras derrière les Iraniens, de continuer à financer l'armée israélienne et dire « je veux la paix », mais il est en train de favoriser un camp. Un véritable homme de paix prend en considération les intérêts des uns des autres. Et puis au bout d'un moment, il faut faire un consensus. Il va dire aux Iraniens « vous allez faire des efforts », aux Israéliens « vous allez faire des efforts », et moi, l'homme de paix, je vais garantir que le premier qui sort des clous, je vais lui taper sur les doigts. Il avait cette légitimité. C'est ce que le peuple américain aurait voulu qu'il fasse, et il ne le fait pas. Il est en train de mener une guerre qui sert des intérêts qui ne sont pas toujours ceux des Américains. Et alors justement, les intérêts européens et de surcroît des intérêts français dans cette affaire, quels sont-ils? Parce que là encore, je le disais tout à l'heure, la France avait auparavant une politique arabe. On en parle souvent, notamment sous le général de Gaulle. Elle a été continuée, on va dire, y compris sous Jacques Chirac. Ça s'est
déjà dégradé sous Chirac, bien entendu, mais ça a été encore pire ensuite. Quel regard portez-vous sur notre place sur ces questions aujourd'hui? Est-ce qu'on a une partition à jouer, ou est-ce que de toute façon on est devenu quelque part une sorte de remorque des États-Unis, parfois en pire, parfois en plus modéré? Comment voyez-vous cela? La France, ça va être une des diplomaties les plus respectées, les plus puissantes au monde. Il n'y avait pas une capitale, pas une ville où nous avions quelqu'un qui n'était pas au courant de ce qui se passait dans chaque camp, qui était au courant de l'information. Nous avions des réseaux d'information qui étaient particulièrement importants. Et progressivement, on s'est américanisé, on s'est atlantisé, on a suivi les Américains, on a commencé à réduire la source de cette information. Et quand on avait des informations, on ne s'en servait pas pour dire comment est-ce que nous allons défendre les intérêts des Français, on s'en servait pour nous informer nous-mêmes, et on finissait par suivre la décision politique de Washington. Il faut reconstruire ça. La France n'a pas intérêt d'être à la remorque d'aucune puissance mondiale, et surtout pas les États-Unis, qui sont quand même connus pour faire des guerres partout. La France, elle a intérêt. La France, vous savez, est un pays de taille moyenne par rapport à ces gigantesques pays, quand la Chine, l'Inde, les États-Unis, plusieurs centaines de millions de personnes. On ne sera jamais à ce niveau-là. On n'a pas plein de ressources comme eux ont, mais on a de la culture. On est une vieille nation. On a plus de 300 millions de francophones. On a des réseaux qu'il faut réactiver. Et la voix de la France dans ce concert des nations, dans ce monde multipolaire qui se met en place, c'est d'être la tête de file de ces nations de taille moyenne. On a quand même la bombe nucléaire et l'énergie nucléaire. Pour le moment, on ne l'a pas encore filé. On est vendredi matin, donc pour le moment, on l'a toujours. Voilà, pendant qu'on verra ce qui se passe demain, c'est la vocation de la France de rassembler tous ces pays qui ne veulent pas être assujettis à des empires. C'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que voulait faire le général de Gaulle, qui parlait très bien avec Washington et qui a décidé de parler avec Pékin et qui parlait avec Moscou. Il regardait une seule chose: quels sont les intérêts des Français? S'il y a des intérêts des Français à défendre, eh bien, il le faisait. Il ne se mettait pas à la remorque d'un pays qui nous entraînait dans la guerre, ou qui faisait des choses qui étaient contre nature. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a que Donald Trump qui négocie en Iran? On devrait négocier, il devrait y avoir plusieurs voies, il devrait y avoir plusieurs façons de discuter avec l'Iran et avec Israël. Les deux sont dans ce conflit. Eh bien, du fait d'avoir abandonné et tué quasiment notre réseau diplomatique, une partie, eh bien, aujourd'hui, on n'a plus voix au chapitre. Donc ça va être difficile d'être une puissance mondiale si on n'a pas un réseau de communication, qui n'est pas forcément de l'espionnage, qui est un réseau mondial qui va nous aider aussi bien pour l'économie, pour la régulation des flux aux frontières, pour la culture, pour tous ces éléments-là. Il faut un réseau français. Vous dites aussi qu'on pêche beaucoup par incohérence diplomatique, et vous rappelez à raison que nous soutenons Israël dans sa lutte contre le Hamas, mais que nous avons soutenu aussi les bombardements de la Serbie par l'OTAN qui, elle, luttait contre l'Outcheka. Oui, on soutient il y a des bons islamistes et des méchants islamistes. Donc du coup, quand on a des islamistes en Bosnie-Herzégovine qui sont en train d'attaquer les Serbes, qui reviennent d'Afghanistan, on ferme les yeux, on les alimente, on leur donne de l'argent, mais après, quand il y a des islamistes, tout d'un coup, des islamistes ou des personnes qui sont accusées d'être islamistes, qui sont en guerre avec Israël, il y a des vrais islamistes, ça c'est certain, et bien là, tout d'un coup, là, on n'a plus la même position. Ce n'est pas logique, on doit être cohérent, ou alors l'islamisme est un mal et il faut lutter contre, ou alors il n'en est pas un, et il faut faire aussi la distinction entre l'islam et l'islamisme. On a parfois l'impression qu'on est en train de tout mêler aussi, et qu'au niveau de l'État, ils ne savent plus qui est quoi, et ça, c'est aussi lié au fait qu'on n'avait plus assez de renseignements du terrain pour comprendre qui est qui, parce qu'il y a toujours des nuances. On ne peut pas juste mettre tout le monde dans une catégorie en disant ça c'est les méchants, ça c'est les gentils. Mais en tout cas, il faut être cohérent, et donc à nous de reprendre nos renseignements, de bien identifier avec qui est-ce qu'on a envie de travailler et de ne pas travailler, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Et puis si on a identifié un mal quelque part, d'abord on va essayer de l'extirper de la France. Parce que lutter contre le mal à l'étranger et le laisser se développer en France, ce n'est pas servir les intérêts des Français. Donc il est indispensable qu'avant de faire le ménage dans le monde entier, qu'on balaye devant notre propre porte. Vous dites au tout début de l'ouvrage, je crois, vous dites ce qu'on appelait jadis l'Occident. Est-ce que pour vous, la France, c'est l'Occident? C'est quoi l'Occident? Qu'est-ce que c'était l'Occident avant que jadis on l'appelle l'Occident? Je pense que l'Occident, au sens large, c'est l'Europe et les descendants des Européens qui sont de culture traditionnelle helléno-chrétienne et qui ont essaimé un peu à travers le monde, qui ont défendu des valeurs, qui ont défendu des principes, qui ont hissé les pays européens parmi les pays les plus puissants du monde.
et qui se sont fourvoyés, comme je le disais tout à l'heure, dans l'espèce de rêve impérialiste américain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas que les Européens ont été assez stupides de se battre 2 fois ensemble. On s'est détruits nous-mêmes. Là, on peut accuser personne. On s'est battus entre nous pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On s'est entretués, des personnes qui avaient une même culture. Beaucoup de personnes chrétiennes ont pu se tuer au nom de... alors que les personnes pouvaient se retrouver à la messe le dimanche, se tuer le reste de la semaine. Ça, quand même, c'est stupide, c'est idiot. On a fait ça, on s'est affaibli. Et d'autres en ont profité. C'est la loi de la nature. C'est aussi simple que ça. Et cet Occident, aujourd'hui, n'existe plus. Je pense que c'est une question qui est évoquée parfois, c'est que si l'Europe a attiré autant d'immigrés, c'est parce qu'elle faisait aussi rêver, parce qu'il y avait une culture, parce qu'il y avait une sécurité, parce qu'il y avait une liberté, il y avait un respect de la liberté d'expression, des différentes libertés. C'est ça ce qui est... Mais aujourd'hui, où cette liberté, elle n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Quelle est la grandeur aujourd'hui? Quand on relit un peu les messages qui sont échangés dans les dossiers Epstein, c'est à vomir. Je suis désolé, c'est fait extrêmement peur, même si c'est pas nouveau, même si beaucoup de personnes savent que ça existe depuis longtemps. On est tombé extrêmement bas. C'est la décadence. Nous sommes dans la fin de l'Empire de Rome. Et vous avez une élite, une caste dominante qui ne pense qu'à s'engraisser, qui ne pense pas au peuple. Il n'y a plus de démocratie en Europe. Ça, c'est certain. Quand J.D. Vance débarque en Europe, il dit « Vous êtes en train de truquer les élections en Roumanie ». Et donc aujourd'hui, cet Occident, pour moi, n'existe plus. Et certains pensent qu'on peut garder l'emballage de l'Occident, cette espèce de monde blanc d'héritage plus ou moins chrétien. C'est nous contre le reste du monde, c'est une erreur. C'est une erreur de voir ça comme ça, parce que du coup, à la fin, ce sont les plus puissants qui vont tirer leur épingle du jeu de là-dedans. Et nous, on n'a pas envie de suivre les Américains. Les personnes qui pensent que Trump va sauver l'Occident oublient que Trump ne sera plus au pouvoir dans 3 ans et qu'il sera peut-être remplacé par quelqu'un comme Biden ou pire que Biden, ou comme Trump. Où est-ce que nos intérêts? Les Français doivent renouer avec leurs propres racines. Et ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Il ne faut pas dépendre des autres. Nos propres racines, on n'est pas les sauveurs de l'Occident. L'Occident, pour moi, aujourd'hui, n'existe plus. Est-ce qu'un combat pour l'Occident, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre en Irak, c'est la guerre en Yougoslavie? C'est ça l'Occident? C'est une nation aujourd'hui qui ne sait même plus, n'a même pas assez de lits d'hôpitaux pour accueillir les malades, qui se fait aider pendant le Covid par le Vietnam et le Cuba. Et je suis très heureux pour le Vietnam et le Cuba qui puissent nous venir en aide. Mais pour nous, ça en dit long sur nos capacités. Donc ce rêve occidental de l'homme blanc qui domine le monde est terminé. À nous de reprendre notre destin en main, de repuiser aux sources de nos racines pour redevenir ce que nous avons été, une grande nation cultivée, qui avait cette vision du soin du plus faible dans la société, qui avait cette défense, cette volonté de défendre le bien commun. On l'a connu, il faut le régénérer, mais pas au nom de l'Occident, au nom de la France. Alors la grande difficulté justement, parce que vous parlez de démocratie, démocratie aspartamique, je crois, aspartamique, pardon, dans votre livre, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse reprendre le pouvoir quand on vote non à une constitution. Les élites, entre guillemets élites, n'en tiennent pas compte. Quand on voit le Brexit aux États-Unis, en Angleterre, personne n'en tient vraiment compte. Alors en Angleterre, si, mais personne en France regarde cette décision comme quelque chose de souhaité par les peuples. Si on voit les gilets jaunes, on les a renvoyés à la niche. Quelque part, il ne reste pas grand-chose pour le peuple pour se faire entendre. Et écouter surtout. On est malheureusement dans la société de l'immédiateté. Donc on veut tous appuyer sur un bouton et faire en sorte que le passé va disparaître et que demain, tout va être merveilleux. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher comme ça. On ne peut pas avoir vécu comme des cigales pendant des générations et tout d'un coup se réveiller fourmi. Il faut du courage. Vous savez, quand Solzhenitsyn va à Harvard, aux États-Unis, en 1978, et il part de l'Occident, justement, et il dit la chose qui le choque le plus, c'est le manque de courage. Il dit, dans les années 70, fin des années 70, et si vous lisez Bernanos dans La France contre les robots, il dit exactement, si on disparaît de cette planète, c'est parce qu'on aura refusé de se battre, on aura refusé de voir la réalité. On a un combat civilisationnel, anthropologique à mener aujourd'hui. Et ça va prendre du temps. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Il faut se retrousser les manches. Si on bâtit un château, ou on veut le rebâtir, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. Et donc, du coup, il faut s'impliquer tout de suite. Tous les Français. Vous savez, la France, elle sera sauvée par les Français. Et les Français seront ceux qui se définissent comme Français. C'est ce que dit Antoine de Saint-Exupéry dans Pilote de guerre, je pense, où il dit « On se réclame d'une nation, d'une civilisation, d'une religion, mais ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait ».
Il faut incarner, ce n'est pas le terme qu'il emploie, mais il faut incarner ça. Donc les Français seront les personnes qui incarnent ce que c'est que la France. Un peuple qui est capable, qui a des valeurs, qui a des principes, qui a une vision du beau, du juste, du grand, de ce fameux bien commun dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc il va falloir travailler ça. Et ça, cela se fait que dans le tissu social. Il faut s'impliquer dans la vie de la cité. Et cette implication, peut-être à travers des partis politiques, même si je prends du recul par rapport à ça, parce que du coup, on fonde souvent beaucoup d'espoir dans les partis politiques, et puis c'est le mythe de Sisyphe, on monte cette boule en haut de la colline, et puis à chaque fois, elle retombe en bas et on recommence, quoi. On peut faire de la politique intelligente dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles. Déjà, sauver nos familles, être proche de nos familles, auprès des plus malheureux de la société. On peut donner des cours de rattrapage, on peut s'impliquer dans des think tanks, on peut soutenir des initiatives intelligentes en faveur de la liberté d'expression, comme TVL, comme ce que vous faites vous aujourd'hui. Qui aurait cru, il y a quelques années, qu'un projet comme TVL allait vivre? Beaucoup de personnes auraient dit c'est pas possible, mais parce qu'il y a eu la folie de quelques hommes. Beaucoup de personnes, mais il y a eu la folie de quelques personnes qui se sont dit on va y aller. Ça, c'est du courage. Ça, c'est le courage. C'est ça ce que ce génocide n'a pas vu et qui existe aujourd'hui. C'est ce qu'il voudrait retrouver. C'est ça le courage. C'est ça ce qu'on doit retrouver aujourd'hui. Mais ça ne marchera pas si on a des personnes qui sont défaitistes, qui n'y croient plus, qui se disent c'est terminé, c'est fini. Non, ça ne marchera pas parce que l'histoire de France, elle s'écrit de cime en abîme. C'est l'histoire. Michelet l'a dit, De Gaulle l'a dit, tant de spécialistes, d'historiens et de Français. Valérie l'a dit exactement. C'est comme ça qu'elle se passe l'histoire de France. Vous prenez la France entre le XIVe et le XVe siècle, la guerre de 100 ans, on est occupé par les Anglais, le roi est timide, on a la peste qui ravage, 30% des Français meurent, les Armagnacs et les Bourguignons sont en train de se battre entre eux, et une petite bergère de Lorraine arrive et dit « je vais prendre la tête de l'armée française ». Qui aurait cru à cette petite bergère? 5 secondes. Elle rallume cette phrase. Alors moi, je ne suis pas en train d'attendre l'arrivée de l'homme ou de la femme providentielle. Elle naîtra, vous savez, c'est Dieu, je ne sais plus l'expression, mais aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Travaillons à refaire déjà, à nous impliquer dans la société française, à recréer du lien social, à défendre nos idées, à dire qu'on est fiers d'être français. Mais ce n'est pas une pancarte, c'est en incarnant des valeurs, c'est en connaissant notre culture, notre littérature. Je suis effaré, vous avez des Français aujourd'hui qui se disent français, mais qui sont, à vrai dire, des Français de papier parce qu'ils ne connaissent pas leur culture, on ne leur a pas appris, leurs parents n'ont pas fait ce travail, l'école n'a pas fait ce travail. Il faut se réapproprier sa culture et puis la défendre. Allons un peu plus au théâtre, défendons de la belle culture, lisons des beaux livres. En faisant tout ça, moi je compare ça à une ligne de rugby, de cette ligne de rugby de Français qui descendent dans l'arène et qui ont des réseaux les uns avec les autres, qui sont en contact. On n'a jamais été aussi facilement en contact avec les uns les autres. On se met en contact entre ceux qui aiment la France, ceux qui veulent défendre la France. Et de ce mouvement, de cette ligne de rugby qui avance, la balle sera posée. Vous allez avoir quelqu'un qui va se lever, qui va prendre la balle, qui va continuer d'avancer. On avance et les hommes et femmes providentiels viendront. Personne n'a la volonté, personne ne naît comme ça. Cette personne naîtra d'un mouvement. Il faut recréer ce mouvement qui vient du terrain. C'est ce que dit Serge Latouche, l'économiste français, et il a dit c'est de ces liens sociaux, c'est le fait de les entretenir qu'on va pouvoir changer ce système. Parce que ceux qui tiennent le pouvoir, qui ont tout fait pour diviser la France, qui ont tout fait pour opposer les Français, qui ont tout fait pour se servir au lieu de servir. Un ministre, le terme ministre, l'étymologie, c'est servir. Eh bien, ces personnes-là ne sont pas nombreux. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des moyens, ils peuvent nous faire mal, mais ils ne sont pas nombreux. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Donc ensemble, on va avancer. Mais on doit le faire dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas aujourd'hui, je pense, ni dans un grand mouvement, ni dans des partis. Ça pourrait être le cas un jour, c'est dans la vie de tous les jours. Et de ces petits gestes, vous savez, c'est l'effet boule de neige. De ces petites boules de neige, des grandes boules de neige. Mais si on n'est pas impliqué, on n'y arrivera pas. Et je rappelle juste un dernier point. Les Serbes ont subi 5 siècles d'occupation ottomane. 500 ans pour certains, selon là où ils habitaient. Je peux vous garantir que peu de personnes auraient parié qu'un jour, ils se libéreraient du joug ottoman. Et vous savez, ce qui épatait les Européens qui venaient visiter les Serbes sous occupation ottomane, vous avez Ernst Tenella, qui était un académicien français, qui disait « Mais regardez ce peuple, il chante. C'est un peuple qui chante. » Vous avez Grimm, un des frères Grimm, qui disait « D'un peuple qui chante, qui danse, qui agit ainsi, on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait asservi. » Et donc,
Qu'est-ce qui a permis aux Serbes de subir? Alors que c'était des dhimmis, des citoyens, des sujets de seconde zone. Ils ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont gardé leur culture. Ils se retrouvaient entre eux. Ils avaient le Devshirme, plein de taxes à payer. On prélevait chez eux leurs enfants. Ils ont continué de chanter. Ils ont célébré leur culture. Ils ont célébré les hauts faits de leurs chevaliers qui se sont battus au champ des Merles contre les Ottomans. Ils ont gardé cette flamme vive. Et quand l'Empire ottoman est devenu l'homme malade de l'Europe qui ne pouvait plus, là, ils ont saisi l'opportunité. Donc moi, j'espère qu'on n'aura pas à attendre 5 siècles pour se libérer. Mais je peux vous dire que c'est ça ce qui fait la force d'un peuple. C'est se retrouver entre soi, c'est cultiver. C'est ce que dit Renan ou Simone Veil, la philosophe. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une société qui est capable de se souvenir des legs du passé, de l'héritage du passé et qui a envie de vivre ensemble. Eh bien, retrouvons-nous entre Français qui aimons, qui voulons cultiver notre passé et qui avons envie de vivre ensemble. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Mirkovic. Pour une fois n'est pas coutume, il y aura un petit peu d'espoir à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle le nom de cet ouvrage, Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Et bien sûr, c'est disponible sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. J'espère que cette émission vous a plu, chers amis. J'espère que vous avez déjà fait le petit coup de pouce. Et puis, bien sûr, je vous retrouve tout de suite dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas de relayer cette vidéo et puis, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine.